bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à ce quatrième épisode de CAFM sur les neurosciences. Nous avons la chance de réinterroger Emmanuel Descroix sur tout l'impact des neurosciences sur la pédagogie. On a déjà vu une très très belle définition de la mémoire, l'impact et l'importance de l'émotion. Et là, on va voir tout ce qui sont les microsignaux et la communication non verbale. Pour faire plus générique, nous avons la chance de développer ce format sous CAFM. CAFM, c'est la formation en continu où chacun peut suivre le morceau de formation qui l'intéresse ou suivre l'ensemble de la playlist. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en direct au moment où ça vient en bas de la vidéo. Et puis, si l'émission vous plaît et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous inscrire en haut, à vous abonner de façon à avoir la suite de ce qui sera donné et la saison 2. Donc aujourd'hui, on démarre avec l'épisode 4. Eh bien, on a la chance d'avoir Caroline Chazal qui va interroger Emmanuel Descroix. Bonsoir. Caroline? Oui, bonsoir. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Stéphane. Alors Emmanuel, j'ai une première question. Qu'est-ce qu'on appelle un microsignal? Qu'est-ce qui le caractérise? Alors, un microsignal en termes de communication. Alors, comme d'habitude, je vais essayer de clarifier un peu les choses et de, et de redonner un point de vue un peu général ou générique sur la communication interpersonnelle. C'est-à-dire que là, on sous-entend une formation en présentiel. Enfin, on verra tout à l'heure, peut-être il y aura peut-être dans le futur des moyens d'échapper à ça. Enfin, je ne sais pas si le terme échapper est le bon avec la technologie. Mais en tout cas, pour l'instant, en ce qui concerne le présentiel, donc il y a nécessité de parler un peu de communication interpersonnelle. Alors en fait, je voudrais te donner d'abord un peu les dimensions de la communication interpersonnelle. Alors dans la communication interpersonnelle, on ne peut pas faire fi de la première dimension qui est celle du verbal. Parce que si on parle, si on a des mots, si la sémantique existe avec toute cette complexité, la construction des phrases, etc., quelque part, c'est que c'est le fruit de l'évolution et que nous sommes des animaux, entre guillemets, enfin pour ceux que le terme rebute, enfin nous sommes des doués de la communication. Donc la dimension du verbal est importante. Ensuite, une deuxième dimension qu'on pourrait ajouter à la communication interpersonnelle, c'est celle du paraverbal. Alors là, ça concerne le paraverbal, tout ce qui est autour du verbal, c'est-à-dire la prosodie, c'est-à-dire la fréquence des mots, enfin la fréquence avec laquelle les mots sont prononcés. Est-ce qu'ils sont aigus, graves? Est-ce que la fin de la phrase se termine par une montée en fréquence, qui correspond en général à une question, ou au contraire une tombée en fréquence, qui va déterminer quelque part la fin d'une phrase. Voilà, c'est aussi le rythme, etc. Les silences, tout ça, ça correspond au paraverbal. Ensuite, on a dans la dimension encore interpersonnelle de la communication, le périverbal. Alors, le périverbal, ça, c'est ce qui avait été déterminé par Edward Hall, à savoir l'enseignant avec peut décrire comme sens qui a fait social, on va dire de l'aide de 2,50 m jusqu'à une distance affective, hein, et qui peut même aller jusqu'au toucher. Voilà, donc évidemment, plus les intervenants se rapprochent, plus ils ont tendance à s'aimer éventuellement. Bon voilà, c'est ce qu'on peut concevoir facilement. Ensuite, il y a la dimension infraverbale, donc ça concerne essentiellement les phéromones et donc les odeurs qu'on transporte avec soi. Donc alors, il faut savoir que l'organe vaméronasal qui est largement présent chez l'homme, il est même en voie de déperdition, on va dire. Donc malgré tout, c'est une fonction importante, notamment dans le rapprochement affectif. Voilà, donc ça c'est pour l'infraverbal. Et puis ensuite, il y a le supraverbal. Alors le supraverbal, ça concerne dans ces comportements non-verbaux et dans la dimension interpersonnelle de la communication, la manière par exemple dont on s'habille. Est-ce que je porte des bijoux ou pas?
C'est aussi, est-ce que j'ai une grosse voiture ou est-ce que j'ai une 2 chevaux? Voilà, alors, il y a tout un tas d'expériences qui ont été faites là-dessus par les psychologues sociaux, hein, et qui sont tout à fait marrantes, voire intéressantes. Ensuite, il y a la dimension du co-verbal. Alors ça, c'est tous les gestes, les mimiques qui peuvent être produits au moment où je vais prononcer le mot, le verbe, hein, peu importe. Et ça, c'est pour répondre un peu plus à votre question. Les micro-signaux peuvent entrer dans cette case, dans cette dimension de la communication interpersonnelle. Donc, on peut dire qu'il y a un certain nombre de gestes ou de mimiques ou de postures, c'est-à-dire est-ce que je m'avance, je me recule, etc., qui peuvent correspondre à une nécessité entre guillemets, smoothifier la conversation, enfin, comment dire, rendre plus souple la conversation. Et enfin, il y a tout l'aspect vraiment intéressant là, qui est préverbal dans la communication non verbale. C'est-à-dire tous les gestes, les mimiques qui sont faites par le locuteur notamment, avant même qu'il prononce un terme, avant même qu'il prononce le mot, et finalement avant même parfois qu'il ait conscience de ce qu'il va dire. Alors ça, c'est visible à la fois chez le locuteur comme chez celui qui écoute dans la conversation. Alors, au sein de la coverbalité ou de la préverbalité, il y a tout un tas de signaux qui sont analysables, mesurables, et c'est d'ailleurs aujourd'hui un intérêt croissant vraiment chez les chercheurs en neurosciences, puisqu'il y a tout un tas d'activités, autant technologiques que de recherche, qui sont faites pour essayer de déterminer quels sont les signaux et quelle est en fait la signification de ces signaux au moment où ils sont faits, quoi. Voilà. Autrement dit, on peut Donc dire... un microsignal, pardon. Un microsignal, c'est juste avec le corps, enfin juste avec les gestes des bras et du visage, ça n'implique rien d'autre. Enfin, je veux dire, c'est pas, par exemple, on parlait de la voiture, on parlait des bijoux, tout ça, c'est pas non, ça c'est microsignal. Non, il n'y a pas de définition en tant que telle, parce que de toute façon, alors, on va dire on pourrait dire que c'est un champ complet de la psychologie, hein, sauf que c'est pas répertorié en tant que tel. La communication non verbale, ça intéresse beaucoup de monde, beaucoup de gourous comme des gens un peu spécialisés, hein, c'est-à-dire des chercheurs, mais on peut pas vraiment dire qu'il y ait une espèce de réunification de toutes les données et toutes les connaissances qui ont été accumulées à travers le monde dans différents laboratoires, autant aux États-Unis en Europe, par exemple. Bon, voilà, c'est ce que certains cherchent à faire néanmoins, et on peut imaginer que dans quelques temps, ça sera un champ complet, une discipline de la psychologie, quoi, le non-verbal. Alors, c'est très vaste, hein. On voit autant... non, hein, alors, je ne parle pas du paraverbal qu'on a évoqué tout à l'heure, la façon de s'habiller, etc. Néanmoins, enfin, on peut tous imaginer rapidement que la façon de s'habiller n'est pas anodine, voyez, et transmet quand même un message. Ceci dit, ce n'est pas un micro-comportement. On pourrait le classer dans un méga comportement, par exemple. Moi, je ne parlais que du langage non verbal dans la coverbalité et dans la préverbalité. Voilà. Et si on dit que c'est un langage, ça veut dire qu'il a ses codes, qu'il est structuré. Oui. Autrement dit, les corps, par exemple, parlent avant le langage articulé. Oui, tout à fait. Ouais. Il parle avant et pendant. C'est-à-dire qu'on peut... il parle avant et pendant. Voilà. Hein, on peut dire que... Alors, il y a dans le monde du non-verbal, on va appeler ça entre guillemets, vous voyez là, le geste que je fais, mais c'est un geste tout à fait symbolique, hein, donc qui correspond à notre culture. C'est sûr qu'un papou de Nouvelle-Guinée qui ne connaît pas l'écriture, pour lui, le guillemet, ça n'a aucun sens. Okay, donc vous voyez qu'il y a tout à l'heure, peut-être qu'on évoquera ça, la notion de dîner ou d'acquis dans le langage non-verbal. Donc on peut, moi je qualifierais plutôt de grammaire gestuelle, parce qu'il faudrait préciser un peu les choses. Qu'on veuille ou pas communiquer, on ne peut pas ne pas communiquer, selon Bateson, qui était un chercheur connu de l'univers de Palo Alto, on va dire. Mais par exemple, si on a rendez-vous, par exemple,
on se connaît et on a envie de se voir parce qu'il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu et qu'on a envie de boire un coup, une bonne bière pendant notre rendez-vous. Et qu'avant même de vous apercevoir, par exemple, je détecte que vous êtes triste, affaissé sur votre table en train de m'attendre au café de la gare, eh bien, déjà, ça change complètement comment dire, ma relation, enfin, la relation que j'avais envisagée avec vous. Voyez. Donc, dans un sens, on peut dire que parfois le non-verbal impacte complètement à 100% la communication. Et par contre, dans d'autres moments et surtout dans d'autres contextes, eh bien, le non-verbal ne signifie rien. Par exemple, dans le noir ou en boîte de nuit, sous les stroboscopes, etc., ou avec beaucoup de musique, on voit bien que le paraverbal a peu d'influence. À ce moment-là, c'est le verbal qui va être important, surtout quand on me crie dans l'oreille, en boîte de nuit, par exemple. Mais l'aspect visuel, à ce moment-là, sous la pénombre et les stroboscopes, va être moins impactant, vous voyez, en termes de messages communiqués. Voyez. Donc tout ça, ça varie d'un continuum en fait qui va de 0 à 100% en fonction des contextes et des situations. Voilà, il faut, en réalité, enfin, mon point de vue personnel, c'est qu'il faut toujours tenir compte du contexte pour pouvoir une analyse fine en fait de ce qui est transmis à travers le non-verbal. C'est le contexte qui est, je dirais, même primordial. Voilà. Est-ce que vous pensez que, du coup, qu'est-ce que vous pensez de tous ces livres qui apprennent à décrypter tous les gestes qu'on peut faire dans une conversation? Ouais, bah, alors, il va falloir attendre que j'en écrive un. D'ici 2 ans, je pense que je vais en écrire un. Donc, pour le coup, qui sera référencé d'un point de vue académique, en tout cas. Bon, alors, la plupart des livres qui sont écrits jusqu'à aujourd'hui, à part les livres qui ont été écrits par Paul Ekman, mais qui font surtout référence aux micro-expressions, enfin, qu'il appelle, lui, micro-expression faciale, qui est un livre de référence quand même, on peut le citer largement. Pour le reste, à mon sens, il n'y a pas grand-chose qui existe, sachant que c'est largement issu de réflexions personnelles sur des sensations personnelles à propos de gestes qui sont émis à un moment donné, quoi. Voilà, donc ça ne fait pas l'objet en fait d'une expertise, on va dire, expérimentale, enfin faite dans un cadre expérimental ou dans un laboratoire. On ne dit pas que les laboratoires sont dans des conditions suffisantes et nécessaires pour qu'elles soient absolument justes et universelles, hein, c'est pas ça. Mais quand même, la plupart de ces livres racontent un peu tout et n'importe quoi. Voilà. Donc il faut y aller avec parcimonie, à mon avis. Voilà. En France, en France, il y a une école, la synergologie, Ouais. travaille sur l'analyse de tout ce qui est les signes, les micro-signaux du visage, en reprenant Ekman, mais aussi sur le corps. Et ils ont une méthodologie où ils recensent un certain nombre de gestuels et puis ils leur donnent un sens et une interprétation. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que c'est moi, je connais bien cette école, hein, puisque j'en ai fait partie à un moment donné, et puis j'ai posé ma démission puisque j'étais pas d'accord avec le fond, ni sur le fond ni sur la forme. Donc, bon, je vais pas trop en parler parce que je serais plutôt assez sévère à leur égard. Néanmoins, pour rester sur un terrain uniquement théorique, on va dire qu'ils ont une approche tout à fait universelle du signe, hein, enfin, du geste, voilà, ou de l'expression. Or, on ne peut pas décontextualiser un homme dans un environnement donné. Et j'en veux pour preuve simplement, par exemple, la manière dont on écrit. Par exemple, en Occident, on écrit de gauche à droite. Okay, alors que, par exemple, en Orient, enfin, en Israël ou dans les pays arabes, on écrit de droite à gauche. Donc tout ça, ça donne des signes, par exemple, qu'il faut interpréter dans leur contexte, en fonction de l'ethnie ou en fonction, comment dire, du pays dans lequel vient la personne. Par exemple, si je vous fais un geste à droite ou à gauche, c'est pas la même signification, elle est même contraire entre un occidental et un araméen, par exemple. Elle est tout à fait contraire. Car la notion du passé ou du futur n'est pas du tout la même. Pour nous, le passé, c'est à gauche, parce que c'est là où on démarre, si vous voulez, l'écriture de la ligne, et elle se termine à droite. Donc à droite, c'est l'évocation du futur, ou d'un futur lointain, ou même de quelque chose qu'on a tendance à pas connaître ou à redouter, etc. Donc, vous voyez, il y a des notions comme ça, contextuelles, qui pour moi, sont nécessaires de prendre en compte.
en plus des conditions présentielles du contexte. Bon, ça, dans le cadre dans la vision naturaliste, si vous voulez, qui est élaborée par la synergologie, on n'en tient pas compte du tout. Donc, c'est la veine, typiquement, comment dire, qui vient c'est la même veine qu'Ekman, d'ailleurs. Ekman et la synergologie, c'est une veine naturaliste qui tient un peu compte, en fait, du contexte. Il n'y a qu'à aller voir sur leur site, vous verrez que... voilà. Donc ça, c'est problématique. C'est vraiment problématique. Parce que ça peut induire en erreur et même faire des analyses complètement contradictoires avec la réalité, quoi. Voilà. Et puis de dire qu'un signal est universel, c'est un peu, c'est un peu limite, quoi. Voilà. Il faut mieux prendre un ensemble de signaux concordants les uns avec les autres pour pouvoir interpréter quelque chose. Et donc faire une déduction plutôt que faire une induction par rapport à un seul signal qui serait détecté par, entre deux sujets, quoi. J'ai une autre question. Est-ce que un micro-signal peut être volontaire et artificiel? Bien sûr. Ouais, d'accord. Bien sûr, si je vous fais ça, tout est OK, c'est volontaire. Ça, c'est un micro-signal? Parce que micro, on imagine ça, c'est un geste. Alors, tout dépend de la notion. Enfin, voilà, tout dépend de ce que vous voulez mettre derrière micro-signal. Moi, ce n'est pas un terme que j'emploie. Moi, j'emploie le terme gestuel, c'est-à-dire, je fais cas de la motricité, qu'elle soit consciente ou non consciente. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est la motricité. Dans notre laboratoire, nous, on s'intéresse à la perception et à l'action, enfin à la motricité. Donc, moi, je m'intéresse en particulier à la motricité, qui peut être soit consciente, soit non consciente, voire même totalement inconsciente, ou complètement non consciente. Parfois, elle est mi-consciente. Quand la motricité est mi-consciente, c'est le cas, par exemple, d'un geste que je peux faire. Enfin, là, en plus, je me vois sur la caméra, donc ça va être compliqué. Mais je peux très bien faire des gestes quand je vais parler, par exemple, et je vais m'en rendre compte après. Mais je peux en prendre conscience. Ceux-là sont mi-conscients. Mais il y a des gestes qui sont totalement non conscients, par exemple l'amydriase ou le myosis, c'est-à-dire la pupille qui se dilate, qui se contracte. Ça, je veux dire, c'est quand même difficile, à part le gourou yoga au Tibet qui peut éventuellement en prendre conscience, mais encore, il faut qu'il nous le précise. Mais sinon, c'est difficile, vous voyez. Et puis, il y a d'autres gestes qui sont comment dire, à saisir consciemment. C'est par exemple le clignement d'œil. Donc là, vous pouvez prendre conscience de vos clignements d'œil, même spontanés, parce qu'on en parle, mais de manière générale, on n'a pas tellement conscience du rythme avec lequel on cligne des yeux. Or, c'est important le clignement des yeux, par exemple, dans les analyses des comportements non verbaux. Voilà. Donc, il y a plusieurs types. On peut classifier plusieurs types de gestes en fonction du degré, entre guillemets, de conscientisation quand ils sont faits, quoi. Et puis, il y a des gestes qui sont faits de manière tout à fait consciente. Par exemple, si je désigne un objet, à ce moment-là, c'est conscient, quoi. Si je pointe un objet, c'est conscient. Voilà. Si j'appelle un taxi dans la rue, c'est un geste conscient. Pourtant, c'est un geste, c'est de la motricité. Donc, on peut catégoriser comme ça un ensemble de gestes. Il y a même des gestes qui sont, comment dire, qui sont des mimiques, qui sont faits tout à fait de manière consciente pour mimer, par exemple, une émotion. On peut très bien mimer, par exemple, la surprise ou la peur ou des choses comme ça. Ça, c'est facile à faire et je peux le faire aussi de manière volontaire, y compris pour tromper autrui si j'en ai envie, quoi. Voilà, enfin, si les gens en ont envie. On peut mimer la tristesse, on peut mimer tout un tas de signaux comme ça qui sont caractéristiques soit d'une émotion, soit d'un comportement et faire le malheureux, par exemple. Le tort, c'est faire le costaud, vous voyez. Alors, on pourra détecter si le signaux est un signaux qui est plutôt et qui maquille quelque chose, qui maquille une émotion plus profonde, par exemple. Voilà. Et tu en début de définition, tu mettais une opposition ou une séparation entre tout ce qui est technologique et tout ce qui est en présentiel. Mais si on est par exemple avec Oui, ce n'est pas une opposition. Hein. Simplement, aujourd'hui, il y a pléthore de recherches qui sont faites sur la détection des émotions, notamment la détection des émotions faciales. Et on peut très bien imaginer, enfin, alors ça, on n'est pas prêt à ça encore tout de suite. Et dans une dizaine, une quinzaine d'années, encore que tout ça on est des robots qui forment des stagiaires, par exemple, et qui détectent les émotions
les postures des apprenants. Voilà, et qui va pouvoir réguler après son message en fonction de ce qu'il voit et ce qu'il analyse. Oui, ça sera tout à fait mathématique. Néanmoins, je dirais quand même que le robot restera limité parce que en fait, enfin, pour le moment, en fait, les signaux sont vraiment vastes et surtout, il faut pouvoir les mettre en contexte. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est de l'intelligence pure, quoi. Voilà. Mais on peut très bien imaginer des modèles mathématiques qui vont vers ça, oui, tout à fait. Hein. En tout cas, technologiquement, pour la reconnaissance des mouvements, tout ça, c'est opérationnel aujourd'hui. Voilà. Je sais que Grenoble avait beaucoup travaillé dessus, puisqu'ils avaient des applications, des modélisations en intelligence artificielle. Et aujourd'hui, avec le deep learning, la machine pourrait apprendre, identifier des microsignaux, les mettre en combinaison et finalement, au bout d'un moment, proposer sa cartographie des signaux, par exemple. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Ah, on peut très bien l'imaginer. Mathématiquement, c'est pas très, enfin, c'est compliqué parce qu'il va falloir écrire des grosses équations. Mais je veux dire, c'est pas, c'est tout à fait envisageable, vraiment, tout à fait, quoi. Ouais. Voilà. Avec des gros logiciels derrière, hein, bien sûr, hein, du traitement de l'information importante, mais c'est tout à fait envisageable. Ouais. Alors néanmoins, est-ce que on aura en face de, est-ce que ça sera aussi efficace que l'intentionnalité quand même, ça compte. Hein. On ne peut pas moduler complètement l'intentionnalité. L'attention, bon, le robot, lui, il fait plus attention que nous. Hein. Ça, c'est clair que si on dit au robot, regarde tel visage, lui, il va pas lâcher le visage. Mais l'intentionnalité restera différente. Vous voyez. Et pour l'empathie, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de notre cerveau, là, on a ce qu'on appelle des neurones miroirs qui, eux, sont là pour ça, fonctionnent pour essayer de mesurer chez autrui, enfin, chez la personne avec qui on a une conversation, ou le degré d'empathie et de sympathie, donc par là même de rebondir dans la communication, effectivement. Mais aujourd'hui, oui, c'est ça. Serge Tisseron, par exemple, parle d'empathie artificielle, je crois. Ouais. Et effectivement, on projette aussi avec un robot des choses et le robot peut nous renvoyer aussi des matériaux. Ouais, tout à fait. Non, mais ça, c'est ce que je disais, on peut l'imaginer, mais ça va rester limité à certains contextes qui eux-mêmes seront très limités. Parce qu'encore une fois, on est toujours situé dans un environnement particulier. Alors, si on est tout seul dans une salle et que le robot s'occupe que de nous, tout va bien. Mais est-ce que la formation est plus efficace quand on est tout seul ou quand on est plusieurs à échanger avec un professeur? Ça, je ne suis pas capable de le dire. Enfin, je ne suis pas capable de le dire. Je pense que plus il y a de cerveaux dans une même pièce, motivés et qui raisonnent sur un même sujet, plus on a de chances enfin encore qu'il y a quelques modèles qui montrent le contraire, mais plus on a de chances d'avoir quelque chose au bout du compte d'efficient, mais d'efficient, j'ai pas dit de déficient, d'opérationnel et d'efficient, et je pense que pour la formation, c'est un peu la même chose. Voilà. Et, il peut y avoir des questionnements à plusieurs qui arrivent auxquels on n'a pas pensé forcément à l'instant T, par exemple. Donc tout un tas de réponses qui peuvent être données à ce moment-là par l'enseignant quand il y a plusieurs élèves. Donc cet aspect-là de la machine ne sera pas pris en compte, quoi. Pour l'instant, il ne peut pas être pris en compte, sauf à vraiment cadrer un univers vraiment spécifique pour la formation. Voilà. Mais pourquoi pas? Enfin, on n'en est pas encore à Matrix où on s'enfile quelque chose dans le fond du crâne et on apprend tout de suite. Hein. Alors là, on est. Tout à l'heure, vous parliez d'inné et d'acquis. Ah, j'entends pas la question. Tout à l'heure, vous parliez d'une différence entre l'inné et l'acquis. Du coup, il y a des gestes comme ça inconscients ou semi-conscients qui seraient innés dans le geste et dans la compréhension de ce geste. Ouais, alors un peu comme les modèles de la mémoire qu'on a vu la dernière fois, je dirais pas que universaux comme le prétendent certains. Par contre, je dirais qu'on a des modules qui, eux, sont innés, qui nous permettent, en fait, après, avec sa propre évolution, hein,
avec son développement, y compris dès les premières heures de la vie, qui nous permettent, et par mimétisme, et par en fait, apprentissage successif, d'avoir des programmes moteurs qui finalement sont des gestes. En réalité, tout ça, c'est pas de la. Faut pas enfin, moi, je le conçois pas comme un langage, mais je le conçois uniquement comme ce qu'on appelle de la cognition incarnée, qu'on peut interpréter comme un langage. Vous voyez. Mais tout ça, c'est de la cognition. Le geste, en fait, participe à la cognition. La motricité ou la perception participe à la cognition. D'accord? Et on peut l'interpréter en face, et parce qu'on a des neurones miroirs, etc., comme un système finalement langagier. Mais en réalité, on peut aussi concevoir les choses comme étant simples et automatiques, vous voyez, y compris dans la gestuelle. Autrement dit, on aurait un programme inné au départ qui nous laisserait libre d'apprendre un peu n'importe quoi, un peu tout ou rien, ce qui fait que, in fine, en fonction de l'ethnie ou de la culture à laquelle on appartient, eh ben, on retrouve des gestes qui sont identiques, parce qu'ils sont, alors là, c'est le cas d'une forme d'analogie, si vous voulez, ou tout à fait différents, parce que le contexte est différent. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Néanmoins, alors je pense que ça, c'est même à la fois tout à fait personnel. Donc il faut du coup s'attacher au processus sous-jacent, à la fois cognitifs, à la fois environnementaux ou systémiques, pour pouvoir détecter ces signaux qui sont vraiment le langage non verbal. Au contraire, c'est même dada, on va dire. Au contraire. Mais il faut. Alors, effectivement, il faut. Donc, Emmanuel est parti. Donc, ça, c'était important de dire qu'il fallait le faire et former les gens sur se former. Et d'ailleurs, il y a une belle question qui viendra sur les formateurs dès qu'il sera à nouveau parmi nous. C'est-à-dire, est-ce que la fonction de formation, c'est aussi d'apprendre à regarder les signaux des autres, les interpréter, et ou est-ce que c'est quelque chose qui spontanément, sur des personnes qui sont mieux loties, mieux dotées, mieux en réflexion avec leur univers, est-ce que c'est de cette nature-là? Et donc, on aura une réponse sans doute brillantissime, comme d'habitude, dès qu'on aura Emmanuel qui va pouvoir reprendre la main. Voilà. Et donc, c'est tout le charme aussi des échanges à distance, puisque Emmanuel est à Grenoble, Caroline est à Toulouse, et donc et nous sommes sur Paris. Donc, autant dire que c'est le triangle magique qui couvre une partie du territoire. Mais pour ça, petit à petit, chacun a ses spécificités, et la montagne apporte les siennes, donc ça c'est clair. Et donc j'espère effectivement que nous aurons la chance d'avoir Emmanuel qui reviendra avec nous, sinon on terminera sans lui, mais c'est donc là je vois qu'il se reconnecte. Donc ça va lui permettre de réfléchir, mais en tout cas ce qui est très intéressant aussi dans cette perception, c'est que derrière il y a en termes de gestuelle, une gestuelle professionnelle des métiers, sur lequel on apprend en regardant, en se confrontant. C'est là l'intérêt des neurones miroirs. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas forcément la gestuelle, mais on regarde les autres faire et on fait en groupe. Et ça permet aussi d'avoir une émulation en activité Vous professionnelle. m'entendez? Très bien, Emmanuel, on était là et on avait. Donc, on s'est. Bonjour, Emmanuel. On avait une question en se disant, est-ce que le rôle du formateur, comment est-ce qu'il Ouais, pourrait... j'entends. Est-ce que tu nous entends? Eh bien, je pense que ma question ne l'intéressait pas tant que ça. Et ça lui permet de dire, finalement, je n'ai pas envie de répondre, donc je ne réponds pas. Et donc, Elle était trop dure, la question. on va la segmenter de façon à ce qu'elle soit plus accessible. Emmanuel, es-tu avec nous? Donc, une vraie question, c'est entre le formel, le non formel et l'inconscient. C'est comment est-ce qu'on arrive à constituer des corps de métier, donc avec du contenu qui soit exprimé, qualifié consciemment, et c'est là où la socialisation se fait, mais aussi toute cette partie socialisation qui est inconsciente et qui est, alors après, suivant les auteurs, plus ou moins importante,
dans le fait d'apprendre un métier, d'apprendre une profession ou de simplement gérer une situation. Et cette socialisation se faisait, comme disait Emmanuel, elle se fait par mimétisme dès le plus jeune âge. C'est-à-dire on voit les autres faire, on imprime des choses, on réagit avec ça, on recopie. Et comme il le disait précédemment, avec le neurone miroir, il ne s'agit pas de copier ce que font les autres, mais il s'agit de réinventer ce que font les autres. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important, c'est que la copie devient une action de création. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a pensé que la copie, c'était faire ce que faisaient les autres, c'était assez modeste. Et maintenant, grâce justement à ces neurosciences, on montre que la copie, c'est une vraie création d'activité, puisque chaque fois, quand on voit ce que font les autres, on recompose chez soi la même chose. Et donc, ça donne aux copistes une vraie dimension importante. Et ça devient quelque chose qui Vygotsky critiquait beaucoup dans la pédagogie, la copie, en disant que c'est un acte passif. Et Vous m'entendez, active. Absolument. Oui. On t'entend, tu es avec nous. Est-ce que tu nous entends? Et d'autant plus que sa thèse porte dessus, donc il avait plein de choses à nous dire. Emmanuel, nous entends-tu? Es-tu avec nous? Es-tu avec nous, Emmanuel? Ça fait ceux qui tournent les tables quand même. Hein. C'est pas très rationalisant. On va lui mettre quelques bougies, ça sera validé. Exactement. Je vois qu'Emmanuel n'a pas son micro enclenché. Si, Très bien, impeccable. Est-ce que tu nous entends? Vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Ouais. Très bien. Alors, on avait une question. Oui. Qu'est-ce que le formateur peut faire avec tout son non-verbal? Est-ce qu'il s'agit pour lui d'apprendre à décrypter chez les autres ou lui-même à produire du non-verbal quand il est en situation de formation? Alors, le point extrêmement intéressant, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Le point, à mon avis, essentiel quand on apprend à lire ou on apprend cette grammaire gestuelle, hein, cette grammaire non verbale, le point intéressant, c'est de pouvoir détecter chez autrui justement toutes ces phases où il va changer d'émotion, ou quelle est son attention, quelle est son intention, etc. etc. Par contre, tenter sur soi-même d'avoir une gestuelle particulière pour induire quelque chose chez autrui, je dirais que c'est un peu à la limite dangereux et c'est assez peu efficace. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. En tant que formateur, si vous cherchez par exemple, et en tant que bon formateur, hein, bien entendu, que vous cherchez vraiment à apprendre quelque chose aux autres, que donc vous devez vous concentrer pour essayer de détecter l'attention des participants, que vous devez vous concentrer sur la qualité du message que vous allez leur donner, du message verbal. Hein. Qu'en plus, vous devez essayer de contrôler plus ou moins le niveau d'attention des individus qui sont en face de vous. Il va être très compliqué en plus de contrôler votre gestuelle. Voyez, et on peut penser le cerveau un peu comme, enfin, pour faire une analogie, un peu comme un ordinateur. Donc il y a toutes vos données, toutes vos connaissances, tout ce que vous connaissez, on va dire que c'est un peu comme un disque dur, même si c'est un peu contradictoire par rapport à ce qu'on avait vu sur la mémoire. Et puis par contre, il y aurait une espèce de mémoire vive qui contrôlerait tout ça. Donc si vous bouffez, entre guillemets, une partie de la mémoire vive pour contrôler votre propre corps, à ce moment-là, vous serez peut-être aux apprenants, etc. etc. Donc moi, le conseil que je donne, mais surtout préparer votre intervention bien en amont. Voilà. Il faut Alors effectivement, préparer l'intervention de façon à ce que toute la partie connaissance… Oui, à ce moment-là, vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. Maintenant, on te entend à nouveau. Donc, le conseil que tu donnais, c'est de préparer en amont, parce qu'au moins, on était plus disponible pour être à l'écoute des micro-signaux. Est-ce que c'est… Oui, c'est ça. On est plus à l'écoute. En fait, l'essentiel, c'est d'être à l'écoute non seulement du verbal, mais aussi du non-verbal des gens qui sont en face de vous. Vous voyez? Et
moi, le conseil que je donne, c'est oublier votre propre non-verbal. Voilà. Soyez disponible pour accueillir les autres. On va dire que c'est ça. Hein, je pense que c'est au fond de lui même. On voyait sur son visage, c'est ce qu'il voulait dire, même s'il n'a pas eu l'occasion de le dire par du verbal. Donc, très bonne illustration. Donc, on va le revoir venir avec nous. libre. Oui, Emmanuel. Non, Emmanuel. Alors, par contre, l'importance aussi, c'est de voir, parce qu'une partie importante du non-verbal est dans le fait de voir. Bouge. Et d'où tout l'intérêt de pouvoir voir Emmanuel avec sa présence dans son contenu raisonné et raisonnable, son contenu émotionnel et dans l'énergie qu'est la sienne. Et on sent bien qu'il a des choses à nous dire. En tout cas, il a envie de s'exprimer à son honneur. Donc, alors, ça sera le jeu du moment, que d'être capable de remplir les vides qui sont les siens. Non pas qu'il soit dans le vide, bien évidemment, c'est un homme plein d'idées, mais ça permettra à chacun de remplir, et donc un questionnaire, un quiz sera donné à la fin pour évaluer les connaissances de tout à chacun. Ou pas. Donc là, il faut prendre des notes, Caroline, parce que, effectivement... Interrogation écrite à la fin. Exactement. On nous demande, j'en étais où? Eh bien, ça dépend quand. Donc, on va revoir se reconnecter, mais c'est les choses qui arrivent quand on travaille en direct. Et c'est aussi tout le charme d'avoir cette énergie du direct, de façon à pouvoir avoir des gens sur le vif, avec tout ce qui est non-verbal. Alors que quand on les structure trop dans ces cas-là, c'est une autre approche, moins dynamique. Et quand on a 1 heure d'interview, Vous m'entendez? Absolument, très bien. Tu es revenu parmi nous. Et mais pourtant, je vous assure qu'à Grenoble, normalement, on a des bonnes connexions, quoi. Je ne sais pas ce qui se passe là. C'est le charme de la montagne. Ça ne passait pas avec la montagne. J'en sais rien. Bon, on en était où? Alors, on se dit, alors, on avait terminé avec le fait que le formateur devait être à l'écoute des signaux non-verbaux de façon à ce qu'il puisse accueillir. Et donc, il fallait qu'il sache mieux son contenu. Comme ça, il libérait sa partie mémoire vive pour être dans cette démarche. Oui, c'est ça. Donc, en fait, moi, le conseil que je donne pour le bon formateur, c'est vraiment de faire une bonne préparation en amont, y compris sur le contenu, en fait, pour pouvoir le donner de la plus simple des manières, en fait. Voilà. Et l'essentiel, c'est de rester attentif aux stagiaires qui sont en face de vous, quoi. Voilà, pour pouvoir répondre justement à leurs questions ou leurs besoins. Parce que parfois, parmi les stagiaires, il y en a qui ont des réactions qui veulent garder pour eux-mêmes, ou ils peuvent être timides et rester avec une question sans réponse, par exemple. Donc tout ça, quand vous maîtrisez le non-verbal, bien entendu, c'est quelque chose auquel vous avez la liberté ou pas de répondre d'ailleurs. Parce que vous le voyez, et vous êtes du coup libre de décider si vous intervenez ou pas. Hein, vous pouvez mesurer aussi si vous allez gêner la personne. Quels sont les gestes concrètement qu'il faut surveiller, par exemple? C'est une main devant la bouche, c'est… Alors, il y a pléthore de gestes. Il y en a tellement de gestes que ça serait compliqué d'en donner 2-3. Mais pour être plus général, vous pouvez simplement commencer par regarder la distance. Par exemple, là si je m'intéresse à vous, voyez, je vais me rapprocher. Si je m'écarte, voilà, soit parce que je vais m'enfoncer dans mon siège, soit à tourner la tête et mon centre d'attention va diverger. Voyez, il faut savoir que l'attention, en fait, elle est là où on regarde. Voyez, donc, la mesure, évidemment, du coup, du regard, regarde, en fait, c'est ce que j'ai au fond de mon cortex occipital. Voyez, primaire. Donc, là où je regarde, c'est ma zone d'intérêt, en fait, mon centre d'intérêt. Donc, si vous commencez à voir en face de vous des stagiaires qui commencent à tourner les yeux, à regarder en haut, ils sont déconcentrés, ils sont partis. Donc, à vous, à ce moment-là, d'intervenir, soit pour réactiver leur attention, soit vous faites une pause, à ce moment-là, une pause de 5 minutes, parce qu'on a des cycles aussi, hein,
et à ce moment-là, ils reviennent avec une attention soutenue, par exemple. Et, par exemple, on donne son attention du regard, on regarde la personne en tant que formateur, ça permet de le refaire venir, on présente son intérêt, et donc ça permet de le faire revenir, souvent ce qu'on dit en formation, ça permet de le faire revenir dans la formation. Est-ce que c'est quelque chose de fondé quand on pose son regard sur quelqu'un précisément, tout comme quand on se rapproche de lui, est-ce que c'est une façon de le remettre en scène dans la formation et de capter à nouveau son attention? Oui, non, parfois. Eh bien, nous saurons ça, mais un prochain épisode. C'est pour ça qu'on a un système de 5 épisodes. C'est que ça permet d'avoir un système morcelé. Et chacun après reconstitue sur une pensée mosaïque l'ensemble de l'information. C'est tout le Avec charme. le vote du public. C'est une démarche pédagogique originale que je propose à tout le monde. Voilà. Surtout quand on n'a pas le choix. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc Emmanuel est reparti. Nos questions sont trop pertinentes, Caroline. On va trop loin peut-être. Et ça, je comprends. Donc après, on a tous fait déjà le truc de, c'est la machine qui répond pas, avec le téléphone, on dit qu'on passe sous un tunnel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a tous déjà fait quand on n'a pas envie de répondre. Bien sûr, ce n'est pas le pauvre quand il va voir cette diffusion. Exactement. Donc ça, c'est. Après, forcément, on hésitera. D'ailleurs, on n'aura plus personne qui voudra le faire. Voilà, je suis là. Je suis Très désolé. prochainement. Je ne sais absolument pas ce qui se passe avec cette connexion. Tout à fait. Donc, Alors, c'était quoi la question, Stéphane? Eh bien, alors, la question, c'était de dire, une des techniques qu'on propose aux formateurs, pour ne pas casser le rythme de son discours, par exemple, c'est d'utiliser son regard pour capter l'attention des gens, en les regardant dans les yeux, par exemple, ça les fait revenir, ou se mettre à côté d'eux pour les faire, pour leur donner de l'énergie et de communiquer avec eux, pour leur permettre de se remettre en selle quand ils ont des problèmes d'attention. Est-ce que ce sont des éléments qui rentrent dans ce que tu expliquais? Alors, on va dire oui, non, ou parfois. Voilà, donc, c'est vrai que la question, finalement, en insistant trop sur les questions, on finit par perdre, Emmanuel. Donc, en plus, j'imagine l'état dans lequel doit être, eu égard aux difficultés de communication. Donc, ce sont des choses importantes et il nous reste à voir aussi sur le sujet comment est-ce qu'on arrive à travailler et comment est-ce que dans des situations professionnelles, et je pense que c'est des questions qu'on peut lui poser après, Caroline, sur les situations professionnelles, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'en montrant avec des gens qui ne sont pas formateurs mais qui connaissent le geste technique, est-ce que c'est quelque chose qui peut servir de base à tout ce qui est tutorat, etc. Mais ça, pour les fonctions dans les services, ça ne vaut pas pour tous les métiers. Et inversement, c'est vrai qu'il y a sur le langage, quand on a des métiers du langage, comme par exemple la vente, comme par exemple le management, où on s'exprime, comme par exemple la formation, où les formateurs s'expriment, et bien dans ces cas-là, de la même façon, bien sûr, il y a un discours qui est codifié, avec un langage, avec des éléments de langage, des mots, mais il y a aussi toute l'intensité qu'on veut donner et qui fait toute la différence en la matière. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui va avoir un spectacle corporel, c'est-à-dire des micro-signaux cohérents avec son discours, et c'est dans cela où, par exemple, Duchesne avait montré l'impact du sourire, que dans les micro-signaux, qu'est-ce qu'un sourire commercial? C'est lorsque la base du sourire, ce qui est autour de la bouche, est très souriante, mais que l'œil n'est pas en harmonie avec ce qui est dit en bas. Et donc, le cerveau comprend que ce décalage se traduit par le fait qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, et donc on dit la personne n'est pas sincère. En tout cas, le sourire est interprété comme un sourire dit commercial. Donc, une des bases de ces métiers-là, c'est d'être en harmonie. Et pour l'être, eh bien, il faut penser la même chose avec son corps et son esprit. Et donc, la cognition est importante pour quand on rentre dans une situation, d'avoir l'envie de partager. Et cette envie, si on la communique par ces micro-signaux, eh bien, ça permet après d'amener la personne dans les meilleures conditions, sous réserve bien sûr de la raison et de la logique,
à être capable d'aboutir à une relation soit commerciale, soit une relation de valorisation. Pareillement, un manager qui valoriserait ses collaborateurs uniquement avec de la raison, il manquerait toute la chair, l'incarnation de ce qu'il dit, et on sentirait qu'il n'est pas, on n'a pas le feeling en disant, on ne ressent pas ce qu'il nous dit, et donc il faut bien que ces micro-signaux montrent la sincérité, l'authenticité de ce qu'il va dire. Et donc ça, c'est un travail qui nécessite aussi, pour certaines personnes qui ont plus de facilité pour émettre et plus de facilité pour raisonner chez l'autre. Et ce qui est passionnant, et c'est ce qu'Emmanuel a abordé aussi, c'est le fait qu'on comprend l'autre dans sa logique, dans son intentionnalité, c'est-à-dire qu'on comprend l'autre au-delà de tout ce qu'il dit. C'est-à-dire que quand on le voit faire quelque chose, on est capable de comprendre quelle est sa démarche. Et mieux, les tests montrent, c'est que quand on voit le résultat de ce qu'il a fait, on peut comprendre, quand on est assez accueillant de ce qui est donné, quels sont les motifs qui l'ont poussé à faire ça. C'est-à-dire que, et c'est là où justement, bien, ça ouvre des perspectives de recherche particulièrement intéressantes, qu'on retrouve pour le fait de se dire que sur ces sujets-là, bien, les mises en situation sont parfois beaucoup plus apprenantes que justement l'explication qui est souvent un peu pauvre des raisons. Et donc l'explication qui est un outil important, où on pose socialement du contenu, n'est pas suffisant, il faut le voir. Et dans un monde aujourd'hui où le savoir est en grande interrogation, avec l'infobésité, avec les mouvements du savoir qui changent très rapidement, trop rapidement pour être solidifié, eh bien, on a besoin de plus en plus sur le terrain, en entreprise, de voir les gens faire, hein, ce qu'on appelle à la fin l'âge du faire, F-A-I-R-E, c'est-à-dire qu'en organisant des groupes de pratique, dans ces cas-là, on est sur une situation où le faire permet de, par mimétisme, par justement les neurones miroirs, les intentions, de donner corps à un discours qui est souvent très communicant. Hein, on dit, Philippe Muret parlait d'empire du bien, c'est-à-dire que c'est des discours qui sont politiquement corrects. Et pour voir s'ils sont réellement portés sur le terrain, il faut voir des gens le porter. Et donc, si on voit un manager mouiller sa chemise sur le projet en expliquant avec cette capacité au sens physique du terme, puisqu'on a vu des hommes politiques mouiller la chemise, dans ces cas-là, on dit voilà quelqu'un qui croit, et donc il a l'air crédible. Donc, comme lui, il y croit, moi, je suis capable d'y croire par mimétisme. Et donc, cette dimension-là d'engagement personnel est très importante dans un métier. C'est que si le cynisme ou cette distance qui s'engage dans le geste et fait partie de la culture de l'entreprise, alors dans ces cas-là, les nouveaux entrants voyant cette culture-là auront la même posture alors qu'ils n'ont pas l'historique à la fois du métier, de la connaissance, de la culture et de l'entreprise. Donc ça veut dire que c'est très important très rapidement d'être capable, comme dans l'esprit startup, d'avoir des gens qui sont des producteurs de signaux non verbaux, c'est-à-dire des gens qui sont des leaders, capables de donner une impulsion, souvent liée à l'émotion, donner une affection de façon avec ce qu'on avait vu, la contamination émotionnelle. Et donc, si on a des gens qu'on soigne, qui sont des faiseurs d'opinion, dans ces cas-là, on a une capacité à avoir une culture d'entreprise qui est particulière, qui correspond à ce qu'on attend. Voilà. Mais en tout cas, on a des gens qui sont heureux dans leur entreprise. Alors que si inversement, on n'est que sur la raison, on a des gens qui sont inquiets parce que ça veut dire qu'on voit les tensions, les émotions négatives qui se déploient. Donc, c'est très important d'arriver à calibrer ça et faire en sorte qu'il y ait des gens qui soient ambassadeurs de l'entreprise comme aujourd'hui elle est, mais surtout comme on veut la construire. Et donc, et en général, le rôle du formateur, c'est d'être agent de changement, c'est-à-dire que c'est lui qui porte une partie du changement. C'est un des canaux traditionnels de la transformation des entreprises, et c'est pour ça qu'il doit être en pleine énergie. Donc, on ne doit pas avoir de formateurs dépressifs. Voilà. Donc, il faut soigner ces formateurs de façon à éviter que les micros qui donnent, soit les micro-signaux qui donnent, la communication non verbale, soit une communication anxiogène. Voilà. Et tout ça, ça se travaille aussi par les choix stratégiques, par la culture qu'on donne et par le fait que les communautés de pratique, les communautés de métier, les gens qui ont un commun puissent partager ce commun et s'enrichir et se rassurer de voir d'autres managers, par exemple, dans les mêmes situations qu'eux. Ça leur retire une grosse partie de l'anxiété et ça leur permet justement de se rassurer sur les fondamentaux du métier.
et d'être capable à partir de là de se dire, dans ces cas-là, je suis capable d'assumer davantage mon métier. Et cette dimension-là, aujourd'hui, est prise en charge puisque les communications sont de plus en plus affectives dans les entreprises, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de se motiver, d'être impliqués, engagés. Et donc, c'est tout ce travail-là qu'il faut réécrire de façon à ce que la formation, qui historiquement est un outil posé devant nous, devienne un outil qui soit d'engagement avec les agents de changement que sont traditionnellement les formateurs et les managers. Et donc, dans l'ordre, souvent, ce sont les formateurs, parce que les managers ont une ligne hiérarchique. Et donc, c'est ainsi qu'on arrive à changer dans un monde qui évolue. Et donc, les micro-sillons sont très, très importants pour donner corps à la matière. Autrement dit, le langage du corps est un langage qui en dit beaucoup. Et même s'il existe aussi une mode on parlait de synergologie, il y a d'autres espaces moins calibrés, mais où on analyse les signaux, on voit bien que les discours ne sont plus forcément crédibles, mais on arrive à avoir une autre façon de créer une authenticité, la confiance. Quand on décrète la confiance, bien c'est souvent grâce justement à ce non-verbal que la confiance existe. Parce que bien évidemment, tout le monde en appelle à la confiance, tout le monde en appelle au crédit, à la bienveillance à l'égard des autres, mais ce sont des mots qui s'ils ne sont pas incarnés, perdent de leur sens. Et donc, cette façon d'incarner ces mots-là, c'est de la responsabilité des ressources humaines qui en charge la culture de l'entreprise. Et puis aussi, quand on est en situation de transformation de cette culture, c'est de la responsabilité de la formation qui transforme les façons de partager ensemble. Et quand on doit faire un collectif, une aventure commune, eh bien, ça veut dire qu'à partir de là, c'est ça qui va donner cette dimension-là. Et souvent, quand on parle de bonheur, de bien-être, d'engagement, etc., on n'est pas sur du raisonnable, on est sur de l'émotion. Et cette émotion n'a de sens que si, effectivement, tout ce non-verbal est en cohérence. Et donc, tout le travail d'écriture, c'est de raconter une belle histoire, comme on dit souvent du storytelling, mais du storytelling qui soit incarné, c'est-à-dire qu'on soit capable ensemble de faire, et quand on voit les autres faire, alors par mimétisme, par emballement, eh bien, on est capable de faire mieux, de faire plus, suivant ce qu'on fait. Mais il y a toute une architecture, et c'est en ça où l'éthologie est très intéressante de voir chez les animaux comment ça fonctionne. Et on voit qu'il y a une architecture qui se fait qui est forte. Voilà. Et donc, tout ce travail-là est un travail passionnant parce qu'aujourd'hui, il est non calibré dans les entreprises, mais on sent que c'est là où tout le monde investit parce que c'est là où on voit qu'il y a des marges de progrès. Et donc, tout l'intérêt, c'est quand on veut créer quelque chose de partagé, du bonheur, etc., ou du bien-être au travail, c'est sur ces outils-là qu'on doit travailler avec des process, parce qu'il faut bien industrialiser les process, mais aujourd'hui aussi avec une logique d'aventurier, c'est-à-dire des gens qui sont capables de la nouveauté, qui sont capables de ne pas être dans la répétition. Ce qui est le propre de l'entreprise, c'est quand même la répétition, la routine, même si elle est innovante, en tout cas c'est la création de routine qui crée une organisation. Et puis il y a des personnes qui ont une facilité à s'extraire de la routine. Et donc ces personnes-là, ce sont les aventuriers, ceux qui sont les explorateurs. Et comme chez les abeilles, les explorateurs sont souvent, le modèle est très intéressant dans les ouvrages sur la démocratie des abeilles, c'est que ce sont les anciens. Les anciens sont ceux qui partent à l'aventure avec le bagage historique de la ruche, et puis ils reviennent et ils en rediscutent pour savoir comment est-ce que la ruche va évoluer, c'est-à-dire quels sont les emplacements possibles. Et il y a une vraie discussion avec les gens qui connaissent le territoire, il y a un vrai partage sur les localisations, donc il y a ce qu'on appelle la démocratie des abeilles, pour être capable de réfléchir ensemble, de faire des choix collectifs. Et donc, si on transpose ça de façon bien sûr analogique au monde de l'homme, dans ces cas-là, il y a des gens qui partent à l'aventure, mais pour partir à l'aventure, on ne peut pas partir seul, on part ensemble. L'homme est un animal social, il n'est pas fait pour vivre seul. Dans ces cas-là, un groupe, une communauté d'explorateurs, quel que soit le domaine de l'exploration. Aujourd'hui, le digital interroge énormément. Donc, quels sont les explorateurs du digital dans l'entreprise? Et puis après, derrière, quand ils reviennent, de créer un accompagnement de changement pour que quand on les voit fonctionner avec des modalités qui ont l'air intéressantes, on soit capable de transposer ces nouveaux modes de pratique, les transposer et à les faire digérer
auprès de tout le monde. Et là, c'est le rôle de la formation qui va codifier ça. On voit déjà apparaître ça sur des nouvelles formes de formation. Je pense au hackathon, à des choses comme ça, où on apprend des émulations nouvelles. Et donc, cette transposition qui vient des neurosciences est particulièrement intéressante, puisqu'aujourd'hui, on est en exploration. Donc, il n'y a pas encore une industrialisation. On doit faire comme ça. On n'est pas dans une science dans l'entreprise, on est plutôt dans de l'artisanat, c'est-à-dire qu'on essaye des choses et puis on voit ce qui marche. Mais en tout cas, on a le sentiment, en tout cas toutes les personnes qui travaillent sur le terrain, voient bien que c'est par là où il faut aller quand on parle d'authenticité, de motivation, etc. Et tout ce travail-là ramené à un métier, c'est une nouvelle écriture, une cartographie des connaissances, des compétences ou des talents, bah, ça c'est quelque chose qui est du domaine de la digestion, de ce que les chercheurs, comme Emmanuel, mettent en évidence. Et puis après, combien de temps on met pour digérer ça dans l'entreprise. Et les entreprises qui sont les plus agiles, les plus performantes, les plus en veille, sont pas celles qui sont capables de prendre ces morceaux, ces signaux faibles un peu éloignés de leur métier et de les digérer en interne avec des structures qu'on a comme les universités d'entreprise ou les écoles avec des process un peu différents. Mais ça veut dire que tout le travail de l'entreprise et de la formation au sein de l'entreprise, c'est de se dire on a une stratégie commune à porter. Et l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait. Et puis on voit des morceaux, des briques, des grains qui se présentent à nous, on expérimente. Et donc là, aujourd'hui, on essaye des assemblages, des architectures nouvelles. Et les entreprises qui sont capables de tenter cette expertise sont ceux qui seront le plus opérationnels, le plus rapidement possible dans ces domaines-là. Puisque la connaissance bouge de plus en plus, il faut bien trouver des façons de faire en sorte que ce soit industrialisable au plus grand nombre, avec des modalités qui sont de plus en plus qui ne sont plus du XXe siècle, avec les routines qui marchaient bien au XXe siècle, dans un monde relativement stable, mais ils sont dans le XXIe siècle, où aujourd'hui on ne sait pas où va le monde, mais l'ubérisation, ces cassures qu'on a, font qu'il y a énormément de choses qui bougent, et ces énormément de choses, on essaye avec la science, avec les neurosciences, de prendre des morceaux nouveaux, et puis de les digérer dans une histoire qui est celle d'une société, et bien sûr d'une entreprise. Et pour ça, c'est tout le travail des ressources humaines. Et bien sûr, le bras armé des ressources humaines dans la transformation, c'est la formation. Parce que c'est là où on peut incarner, que ce soit avec du e-learning, puisque une grosse partie, la voix est portée, mais aussi l'image, et c'est celle par laquelle on apprend le plus. Eh bien, on s'aperçoit à ce moment-là qu'on a énormément de capacités à faire, à condition qu'on soit capable de s'adapter aux situations, quelles qu'elles soient. Et donc, nous, on a eu la chance d'avoir Emmanuel en début de cet épisode-là. Bien évidemment, dans le prochain épisode, on aura aussi la possibilité de poursuivre cette réflexion en travaillant particulièrement sur les apprentissages inconscients. Et donc, à partir de là, de voir comment est-ce qu'aujourd'hui on fonctionne avec tout ce qui est l'inconscient et comment est-ce qu'on intègre ça dans le cursus traditionnel des formations. Et donc, avec toute l'avancée des sciences et la veille qui est la sienne, qui est de très grande qualité. Et donc, on a cette chance de pouvoir lui poser des questions. Donc, si vous avez des questions et que vous n'avez pas profité pendant l'épisode de les poser en bas, n'hésitez pas à le faire de façon asynchrone. Après, on les synthétisera, puis on refera d'autres épisodes, on fera des moments de partage où ceux qui ont vu l'ensemble de la première saison pourront à ce moment-là poser toutes leurs questions en direct. On fera un point en direct avec Emmanuel. Tous ceux qui ont d'autres questions qui n'ont pas vu à leur rythme prendront que le morceau qui les intéresse. Mais toutes les questions sont intéressantes pour nous, elles nous permettent de progresser. Et donc, si ça vous intéresse, tout l'enchaînement de cette saison, la suite qui sera donnée dans les saisons qui viendront après, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en haut. Donc, en cliquant, ça vous permet d'être informé tout simplement de tout ce qui va sortir. Et nous, ça nous permet de savoir que ça vous intéresse. Donc, si ce n'est pas déjà fait, faites-le. Pour nous, c'est très important. Et c'est grâce à ça qu'on fait ça gracieusement et qu'on vous offre gracieusement des formations de qualité. Merci beaucoup. Merci, Caroline, pour tout le travail qu'on a fourni. On avait encore plein de questions à poser, mais il nous reste un épisode et on le fera. Et donc, à la prochaine fois. Merci. Au revoir à tout le monde. Merci. Merci. Au revoir.